Anton, tu es en train d'hurler encore et encore en face de cette représentation de lui et comme pour les autres, il a l'air pratiquement vivant, mais tu vois que c'est parti, il ne reste rien. Mais il y a quand même quelque chose, ce lien que tu as tissé avec lui sur ce bateau, c'est ta résonance qui s'éveille au fond de toi et le bâton de Lunar qui commence à trembler de plus en plus, te faisant des d'adrénaline qui passent le long de ton corps, la colère t'amplifiant de plus en plus. Et il y a une connexion qui se fait donc. Et tu pourrais voir le message que t'envoie cette représentation de Karadin, si tu le souhaites. C'est vraiment le lien entre toi et Karadin. J'essaye, malgré toutes les horreurs que j'ai pu voir dans les temps récents, j'essaie de me concentrer sur de la paix, sur de la sérénité, tant que faire se peut et j'essaye de me souvenir vraiment de Karadin, de le voir en train de faire des mouvements, de le voir en train de reprendre ma position, m'expliquer le déluge de coups et j'essaye de voir si, cette, impression, ça vient vraiment de lui ou si c'est un fake. Tu as l'impression qu'il a comme un dernier message à te livrer, quelque chose à te montrer. Mais cette magie qui est autour de lui est aussi celle que tu as pu sentir lorsque tu as traversé les tunnels des Guivres et que tu étais face à Peluda. Il y a quelque chose qui t'est destiné. Tu dois voir quelque chose pour... Alors je vais accepter la vision. Très bien. Tu as l'impression que tous tes camarades ne sont plus là. Tu es toujours face à la représentation de Karadin, mais peu à peu, tu t'enfonces presque comme en elle. Et tu vois noir pendant un instant, mais bientôt tu vois un ciel bleu, en nuage qui domine une plaine et des contreforts montagneux un peu plus à l'est. Et ce ciel bleu se reflète quasi parfaitement dans le lac calme, devant lequel est assis un jeune personnage que tu reconnais directement comme étant Maître Karadin. Ça semble être un après-midi chaud et agréable, où il s'entraîne silencieusement, avec grande joie aux abords de ce lac, un peu plus loin d'un village au toit plat et en bois qui semblait aussi calme que la météo. Ses mouvements sont fluides, assurés, et on peut aisément remarquer qu'il a l'air très doué pour ce qu'il fait, et très technique dans ses exécutions, malgré son jeune âge. Mais soudain, quelque chose trouble sa concentration. Et lancé qu'il est dans la réalisation d'une pirouette, il se rate et se réceptionne avec les côtes sur le sol. Il se relève pour voir d'où venait le bruit sourd qui l'a déconcentré. Et il bondit sur ses jambes pour fixer l'horizon. Il se dit à lui-même, tu peux l'entendre résonner dans sa tête. On aurait dit le son d'un corps. Et ça semble venir des dards de pierre, les formations montagneuses à l'est. C'est la région où a grandi Karadin apparemment, une région inhospitalière, à l'ouest du Galt, à la frontière avec le Kionin, des elfes, et le Drouma, des commerçants et des nains. Dans ces années d'existence, ces 13 années d'existence exactement, car il a 13 ans à ce moment-là, Karadin n'a pas vu beaucoup de voyageurs venir jusqu'ici. Il n'y en a aucun. Il y a eu plusieurs expéditions de marchands du Druma qui s'étaient perdus, ou encore des nains qui étaient en quête de richesse dans les dards de pierre, et qui se sont vite aperçus qu'il n'y avait pas grand-chose à extraire. Ah oui, et puis encore, il se rappelle qu'il y avait cet étrange elfe qui était venu le voir. Comment il s'appelait déjà? Erlon. Ah oui, il était accompagné par une autre elfe, elle s'appelait Yoren. Vous avez voulu que le jeune garçon les écoute à propos d'une histoire d'Azimar, un berger à guider et d'autres balivernes. Mais sinon, aucune personne, qui ça pouvait être. Il prit un peu de hauteur en escaladant la première bâtisse de son village, et une fois sur le toit, se mit à scruter l'horizon. Il y avait quelques fumées semblant venir du sentier qui faisait traverser les dards de pierre. Des personnes en direction d'ici. Ce fut la première rencontre entre Karadin et les légions du Sheliax. Cet après-midi si beau et si calme, et si ensoleillé, fut le dernier moment d'insouciance que connut notre protagoniste. Le soleil laissa sa place aux ténèbres et à la mort.
Le calme disparut par l'épée de l'excitation. La paix décéda sous le coup de la guerre. Car oui, le village fut attaqué. L'église et ses multiples lieux de prière furent saccagés et transformés en lieux de torture et d'exécution, sous l'œil plein de malice de cette divinité qu'ils priaient tous, Asmodeus. Les femmes et les enfants furent capturés, tous les hommes travaillant exécutés. Pour ce qui est de Karadin, il fut battu violemment et emmené par les chemins. Le voyage fut interminable, comme la sauvagerie de ces hommes. Partout où il passait, les villages se convertissaient ou brûlaient. Les femmes étaient violées, puis enlevées. Les hommes, forts, maîtrisés et capturés, et les autres, tués. Ils furent bientôt des centaines, et finalement ils arrivèrent à destination. Egorian, capitale du Cheliax. Sa mère avait trépassé lors de ce long périple. Ces 2 années de voyage l'avaient usée, ainsi que les viols et violences répétées à son encontre. Elle s'en était allée dans une chambre sans lumière, lors d'un des multiples arrêts de la caravane, après avoir été battue et torturée par quelques nobliaux qui avaient payé les soldats pour s'amuser un peu avec les esclaves. Karadin avait perdu son innocence et sa joie. Elle ne restait en lui qu'un grand vide, qu'il ne comblait qu'en combattant et survivant lors de ces duels à mort entre esclaves, que chérissaient les soldats du Cheliax. Âgé de 15 ans, Karadin avait abandonné tous ses rêves pour n'être qu'une arme et un objet sur lequel parier. Il avait gagné sans le vouloir un grand respect des maîtres, esclavagistes, qui se l'arrachaient à prix d'or dans la capitale. Et c'est ainsi qu'il vécut ces 10 prochaines années, promené dans la ville pour y affronter des dizaines et des dizaines de combattants différents. Sa technique au combat étant très appréciée des maîtres esclavagistes, car son style très aérien et mortel faisait se déplacer les foules. De plus, il ne perdait jamais, même quand on le faisait combattre à 1 contre 3. À 23 ans, son humanité était éteinte, ses sentiments inexistants, balayés, il y a bien longtemps. Il était juste une arme, un objet de désir que l'on faisait affronter tout et n'importe quoi. On aurait pu craindre pour son âme, mais tout changea lors de cette chaude soirée d'été, dans la sueur de la capitale. Il était à peu près 21 heures lorsqu'on était venu le chercher dans sa chambre cellule. C'était l'habitude. Un oblio avait loué ses services et il se rendait pieds et poings liés, accompagné par son maître, jusqu'à un lieu inconnu. Cette fois-ci, le portail était peint en jaune et vert et recouvert du blason d'une énième famille de bourgeois. Et l'accueillit ensuite une rangée de gardes, ainsi qu'une demeure fortement grande et luxueuse aux premiers abords. Dans la façade de celle-ci, comme pour rappeler qui faisait la loi dans cette ville, était peint un symbole à la gloire de Asmodeus. Pénétra sans son maître dans la demeure, accompagné par des servants de cette famille, et fut conduit dans un lieu souterrain de cette maison. Que là, rien de spécial. La plupart de ces gens riches possédaient quelques arènes ou rings secrètement chez eux. Après être resté seul pour se concentrer dans cette petite pièce sombre faisant office de vestiaire, une porte devant lui s'ouvra, sur un garde qui l'invita à pénétrer dans un lieu inconnu. Il se retrouva dans une fosse poussiéreuse et s'aperçut bien vite qu'une dizaine de spectateurs installés confortablement plus en hauteur sur une estrade festoyaient et s'amusaient du spectacle. Tant encore frais de combats précédents se trouvaient encore dans ce lieu de mort, que Karadin piétinait sans peur, ayant bien trop l'habitude de ce genre d'endroit. Ses yeux étaient vides et il se préparait à tuer et à divertir les autres, comme d'habitude. Mais ce ne fut pas comme d'habitude. En lieu et place des différents esclaves qu'on lui faisait combattre habituellement, se trouvait une vingtaine d'enfants armés de couteaux ou de piques. Karadin eut l'impression assez rapidement de ressentir quelque chose. Depuis ces si longues années, oui, il ressentait un doute. Puis le doute se changea en raison et en amour. Non, il ne pouvait pas combattre ces petits êtres et les exterminer, car c'est ce que voulaient ces gens, la mort de ces enfants, brutale et sanglante. S'assit donc par terre et signifia qu'il renonçait au combat. Des insultes et des menaces tombèrent des gradins, mais Karadin avait pris sa décision. Non, il ne combattrait pas, il ne les tuerait pas. Les jeunes garçons, eux, forcés de venir l'affronter, s'avancèrent en tremblotant, leurs genoux claquant et leurs visages figés. Puis l'un se décida à poignarder Karadin en criant, qui se laissa faire. Au troisième coup, il s'évanouit, se croyant enfin libéré de ses chaînes et de cette vie misérable. Mais le réveil fit plus mal que les lames des dagues dans sa chair. Car il était vivant, oui, et dans sa chambre cellule, étaient alignées devant lui les têtes des enfants qu'il avait refusé de combattre.
C'en fut trop pour lui, et tous ses sentiments cachés dans les ténèbres, la tristesse, la rage, le désir de vengeance, tout ce cocktail ressurgit, tel un volcan, alors qu'il se laissa aller et détruisit tout ce qu'il était possible de détruire dans cette pièce. Tomba à genoux et se prit la tête entre les mains en hurlant et pleurant comme jamais, purgeant tout ce qu'il avait gardé à l'intérieur toutes ces années. Le maître de passage dans Egorian, celui qui l'avait fait se retrouver face à ses enfants et qui les avait sûrement tués, s'en retourna dans ses contrées, non sans prendre le soin de racheter Caradine et de l'emmener avec lui. Il fut conduit au sud-ouest du Cheliax, dans une ville portuaire sans nom, berceau d'une arène très connue, appartenant à son nouveau maître, Tremo Carmal. Celui-ci s'en alla en Bellaria, où Caradine devait le rejoindre s'il survivait au combat à mort ici pendant 5 ans. Durant ces 5 années, il tenta plusieurs fois de s'échapper, provoquant la colère des gardiens, mais fut gracié à chaque fois car il a rapporté beaucoup d'argent à ses maîtres. Il décida aussi de s'occuper de jeunes recrues et de les préserver de la mort ou de l'oubli d'eux-mêmes. Certains mouraient, d'autres survivaient, certains même se faisaient affranchir, car doués pour autre chose ou ayant rendu riche leur maître. Et Caradine vécut plus ou moins en équilibre, grâce aux enseignements dispensés, ci et là, et réussit à ne pas s'effondrer de nouveau dans la noirceur. Enfin, pas totalement. Puis, comme une prophétie noire qui se réalise, les hommes de Remo revinrent dans le port, presque 6 années après l'avoir laissé. Un certain Nolan Nerora était le nouveau propriétaire de Caradine, et celui-ci avait des plans pour le moine guerrier. Il devait traverser pendant de longs mois les océans, passer par de nombreux endroits exotiques pour rejoindre sa destination finale, Saphira, une ville d'un continent lointain. Le voyage fut long, mais pas inintéressant. Sur ce bateau, il prit comme élève de nombreuses personnes, dont un Azimar, Antonius Curantis. Il lui fit se rappeler son village d'origine et la présence ce jour-là de ses 2 elfes, Merlon et Yoren. Mais il ne dit rien à son jeune élève par manque d'informations et ne voulant pas le troubler. Après tout, peut-être que l'Azimar en question n'était pas lui. Tout du moins, le bateau arriva à bon port, à Onyxa, où débarquèrent l'Azimar et beaucoup de personnes venues assister à un carnaval, sorte de fête folklorique de ces contrées. Le bateau, lui, repartit vers le nord, en direction d'un petit port nommé Rabia, où tout un tas d'esclaves embarquèrent. Ce fut, après cette escale, cette nuit-là, que la tempête frappa, et qu'elle déchira l'embarcation censée nous mener à nos géoles. Mutinerie éclata au pire moment, et les esclaves se libérèrent et se retournèrent contre les gardiens. Ce fut une nuit de sang, et celui-ci coula à flot. Caradine, lui, se concentra sur le sauvetage de ses enfants esclaves, et réussit à trouver une barque assez grande pour lui et ses jeunes suivants. Arriver jusqu'aux côtes fut un miracle, mais ils y parvinrent, seuls, affamés et perdus. Ils passèrent quelques semaines dans ce qu'on appelle la route des écorchés, terre faisant la jonction entre les sentiers azurés de Saphira et la côte de Naga de Onyxa. Ils parvinrent à se nourrir et se réchauffer en passant de village en village sans trop savoir où aller, et finirent bientôt par retrouver une grotte abandonnée, ancienne église ou sanctuaire d'un dieu nommé Erastil. Il se souvint alors de l'église de son village et de ses divers hôtels dont l'un était destiné à Erastil. Ils vécurent 1 ou 2 mois dans ce lieu, mais furent découverts à cause des voyages qu'ils devaient effectuer de temps à autre vers le village d'à côté, afin de s'approvisionner en certaines denrées de base qu'ils n'arrivaient pas à trouver dehors. En effet, pas grand-chose ne poussait là dehors, et la faune était minime. Ce jour-là, c'est une partie de l'armée de Lord d'Emeraude ainsi que divers soldats privés de bourgeois qui les rapatrièrent à Saphira. Il fut séparé de ses suivants en arrivant dans la ville au toit bleu, et fut bien traité, car il enchaînait les victoires dans la grande arène de la ville basse, puis de la ville haute, et ce répit dura quelque temps, avant qu'il ne soit réclamé dans une autre ville, plus à l'est, réclamé par celui qui l'avait acheté, Remo Carmal. Dans ces nouvelles contrées, il découvrit ce qu'il avait presque oublié, la méchanceté et la domination du Cheliax. Et à Gardevat, rien n'était sain. Il combattit et tua nombre d'hommes et de créatures qu'on lui demanda de faire de nombreuses choses spéciales. Il refusa d'abord tout ordre qui ne consistait pas à combattre, tout ce qui n'était trop tordu, mais un jour, alors qu'il avait refusé une énième convocation de bourgeois à Orientis, on vint frapper à sa chambre un soir. Surpris de voir les enfants qu'il avait sauvés de la tempête et avec qui il avait voyagé jusqu'à Saphira, et ils furent la dizaine qu'ils étaient alignés devant Caradine. Un homme rentra dans sa cellule, un homme grassouillet, de petite taille, avec un sourire malsain sur son visage, déformé par l'excitation.
Son maître qui se présenta comme étant Remo Carmal. Celui-ci se mit à lui expliquer qu'il devait se plier à n'importe quelle demande. Et pour motiver Caradine, il avait fait exprès envoyer ses enfants jusqu'ici. Et Caradine comprit pourquoi. Remo Carmal, tout en parlant, s'avança vers un enfant au hasard et se mit à le violer devant lui. Alors qu'il le sodomisait, les deux genoux de l'enfant à terre, il redressa le visage déformé de peur et de douleur de celui-ci vers Caradine, qui le suppliait d'arrêter. Il criait qu'il allait écouter et qu'il allait faire tout ce qu'on lui demanderait. Mais Remo continua ses sévices si longtemps que Caradine faillit perdre la raison. Et il n'y avait plus aucune larme en lui au moment où Remo passa sa dague sur le cou de l'enfant violé et l'égorgea telle une bête devant lui. Les autres enfants choqués furent amenés dans d'autres cellules, pas si loin de la sienne. Caradine était, après cette scène, comme un fantôme, de nouveau privé de chaque émotion, comme une marionnette prête à être mise au bon vouloir du marionnettiste. Dame noire et perdue. Il se livra alors à tout ce que voulait Remo, et il battit des femmes, les viola, exécuta des maris devant leur famille, et il entendait toujours les cris de plaisir des hôtes de Remo, et leur jouissance, et ses cris, et ses râles le hantaient, si bien qu'il finit presque par perdre pied avec la réalité, encore une fois. Et cela continua pendant de nombreux mois. Et un jour, alors qu'il se demandait pourquoi il existait, et pourquoi sa vie devait ressembler à ça, qu'il était au comble du désespoir, eut une étincelle, et il refusa une nouvelle fois de combattre. Remo avait cru le briser pour de bon. Ne restait du guerrier Caradine que son enveloppe charnelle, son esprit mort depuis longtemps. Et il se traînait comme un revenant d'arène en arène encore et encore, mais pas ce jour-là. Une grande bataille était prévue entre les esclaves de Remo et ceux d'un den nommé Golden Hands, qui assistaient souvent à ce genre d'événement, et avec un parterre d'invités très fortunés. Ils devaient se massacrer parmi. Toute la crème des guerriers de Remo et sa clique avaient combattu toute la journée face à ceux de Golden Hands, et il y avait eu beaucoup de morts. Et le clou du spectacle arriva. Le plus fort guerrier de Carmal contre le plus fort guerrier de Golden Hands. Mais comme expliqué précédemment, Caradine refusa de combattre. Insulté, moqué, humilié par les convives. Mais Remo Carmal avait très mal pris ce refus. Énième refus. Elle s'était juré que cette petite tâche de Caradine allait lui obéir. Et cette fois-ci, indéfiniment. Pour divertir ses hôtes, Remo Carmal ramena les enfants qui restaient. Et Caradine fut de nouveau sujet à la peur et à la paralysie. Remo Carmal et le parterre d'invités se délectaient de cette situation, alors que dans la poitrine de Caradine, comme dans la tienne, Anton, son cœur se remit à battre très violemment. Il frappa plus vite que les arbalétiers et réussit en se relevant à toute vitesse à assommer Remo Carmal d'un coup de poing qui tomba tout près des enfants. Mais ce fut son seul coup d'éclat, car il était déjà de retour au sol, maintenu par moult guerriers au service de cette enflure de Remo Carmal. Celui-ci finit par reprendre ses esprits, et quelque chose dans son regard si noir qui éclatait en sanglots Caradine, car il savait ce qui allait se passer maintenant. Remo, fou furieux, tortura les enfants, et tous les convives se joignirent à lui pour ce faire. Caradine hurla et hurla encore qu'il se promettait de faire tout ce qu'il voudrait, qu'il se tuerait lui-même pour leur laisser la vie sauve. Il frappa de tristesse puis de rage le sol devant lui alors que les cris déchirants des enfants résonnaient en nombre dans la fosse où ils étaient déchirés, violés, saccagés. Caradine n'en pouvait plus, et Remo s'assura qu'il voyait tout, au dernier moment de cette scène atroce qui dura encore et encore. « Je vous en supplie !» criait Caradine alors que les larmes sur son visage déformé par la terreur et la colère coulaient pour former une flaque en dessous de lui. Il ne restait qu'un dernier garçon qui n'avait plus aucune expression sur son visage, et c'est à ce moment-là que Remo s'exclama. « Regarde, regarde ce que tu as créé, regarde. J'espère que tu t'en veux d'avoir bousillé ces petits-enfants, mais ne t'inquiète pas. Il va bien vite les rejoindre, et je ferai en sorte qu'ils soient avec toi pour l'éternité. Car ce monde m'appartient, ton monde m'appartient, leur vie, et la tienne aussi. » La dernière chose que vit Caradine fut la gorge arrachée de l'enfant, alors qu'il sentit une fine lame lui transpercer l'abdomen, puis précisément le cœur.
sur ce sol froid, alors que ses yeux ne voyaient plus. Les corps des enfants bousillés être enlevés de l'arène, il sentit ses sens l'abandonner. Et il partit avec un visage colérique, tout le contraire de l'enfant paisible qu'il avait pu être à l'autre bout du monde, près d'un lac, joyeux et concentré sous un grand ciel bleu. Non, ne fut que tempête, ténèbres et noirceur, et le rire fou de Remo Carmal. Et la dernière chose qu'il entendit avant de mourir fut: emmenez-moi ça dans mon atelier, je vais les mettre en scène pour mon musée. Je nommerai cette œuvre Le pitoyable Karadin et ses ouailles. Anton, Déjà, que ressens-tu? Oh, putain. Ça, c'était Fred. Ok. Alors là, Anton, il est pris forcément d'une colère sans nom, et en même temps d'une pitié sans nom pour Karadine qui a dû endurer tout ça, mais qui est resté droit comme un i jusqu'au bout. Et il y a un énorme combat entre la colère et l'apaisement du fait qu'au moins ses enfants ont reconnu l'amour d'un maître pendant quelques temps. Ils ont eu une fin atroce. Et le fait, pardon, aussi la sérénité qui m'a apporté par justement l'exemple du martyr de mon maître qui est resté droit dans ses bottes jusqu'au bout. Qui a vraiment ces deux sentiments, colère et paix, qui s'affrontent en ce moment. Tu es tiré de tes réflexions quasi instantanément après la scène que tu viens de vivre et tu sembles voyager. Et tu sens cette magie que tu sentais dans les tunnels des Guivres te prendre. Et comme si elle t'envoyait à toute vitesse. Faire ceci. Tu fais le voyage en un instant et tu es directement traîné par les tunnels à la vitesse de la lumière pour te retrouver dans une pièce devant deux étoiles jaunes. Tu connais si bien. Anton, Antonius Curantis, tu crois que nous t'avons donné ce bâton pour rien? Je connais ton futur, je connais ton destin. Plante les premières pierres de la révolution. Venge-toi, venge-les tous. Abandonne-toi à la colère. Venge-les par la colère divine. Quand tu disais que je voyais deux étoiles dorées, c'est donc deux yeux. Exactement, c'est Peluda. Et c'est Peluda qui dit ça. C'est Peluda qui te dit ça. Euh, Ok, Peluda n'est pas ma divinité tutélaire. J'ai une forte envie de l'écouter parce qu'il me pousse à aller vers la vengeance. Et que Ragatiel m'a déjà titillé. Dans le bâton de Lunar qui était le bâton tu le sais, d'un adepte de Ragatiel qui est passé chez Korada et qui a fait ce chemin. Et tu sens qu'il résonne en toi, qu'il vibre. C'est comme s'il t'avait été donné. Ce n'était pas un simple cadeau. Quelqu'un avait vu quelque chose plus loin et ça semble trouver tout son sens maintenant à cette scène précisément. Mais tu peux faire un choix, bien sûr. Personne ne t'y oblige. Tout ton courage à aller dans cette voie-là. Mais tu peux refuser. Anton, la fameuse question du chapitre 2. Je vais te poser. Je te la pose maintenant. Ouais, je t'écoute. Veux-tu t'abandonner à Ragatiel? J'ai fait un serment. Je peux pas le briser. La vengeance serait douce, mais je veux pas apporter la vengeance, je veux apporter la justice. La vengeance est aveugle. La justice doit peser. La justice doit compter. Je ne peux pas me laisser aller à la vengeance. J'en ai fait le serment, je ne peux pas me tourner vers Ragatiel. J'ai momentanément servi l'espace d'un égarement, mais je dois chercher l'apaisement des âmes. Je dois chercher à ce que ces gens implorent le pardon. Même si la vengeance est séduisante,
Elle n'est pas le chemin que j'ai fait serment de suivre. Je n'obéirai pas à Ragatiel. C'est ton choix et il t'appartient. Je vais te renvoyer là-bas, vers ton destin, celui que tu as choisi. Va en paix, prêtre. Et tu es instantanément renvoyé. Je vais faire revenir les autres et ça va se passer juste instantanément après le moment que tu t'es mis à genoux et que tu as crié. Ouais. Vous voyez Anton qui se relève, fait face à tout le monde. Et ses pupilles rouges semblent s'évaporer dans sa couleur d'origine. Et vous pouvez voir ses ailes qui se déplient. Et qui, au lieu d'être blanches avec quelques reflets rouges, deviennent tout d'un coup dorées. Il y a le bâton qu'il tient dans la main qui semble résonner en voyant des à-coups un peu partout dans la pièce, renversant un petit peu toutes les sculptures, alors que les à-coups se font de plus en plus violents. Et vous pouvez voir que Anton est entouré d'un espèce d'aura doré, semble comme flotter autour de lui et que dans ses yeux il a l'air véritablement déterminé. Anton, c'est à toi. Je suis Antonius Urantis. Ça va Et là, t'es chaud je me dirige d'un pas, mais hyper déterminé, vers la porte où on est rentré. Et vous voyez que toute colère a abandonné ce visage. C'est un visage serein. Pour ce qui est des autres, ils te voient et tous s'attendaient à de la rage, de la colère, mais ne comprennent pas bien ce qui se passe. Vous autres, que faites-vous, Sirven, Jinei, Rovan? Ouais, aussi, moi je suis perdu parce que j'ai cru comprendre que c'était le fameux Karadin qui était empaillé ici. Je m'attendais aussi à un cri de colère, à tout ça, et là je le vois aussi pur que notre berger puisse l'être. Et Il est ça même, ça me remplit de joie. Il est même rayonnant et ces espèces de spasmes qui partent de lui et vont aux quatre coins de la salle, vous transpercent de temps en temps et vous sentez votre résonance monter en vous de plus en plus. Et vous avez l'impression que vous êtes libéré de vos chaînes de résonance et que vous pourriez utiliser tous vos pouvoirs comme si vous étiez en résonance complète, grâce au contact de Anton, qui a l'air de faire office de catalyseur pour vous. Ouais, au niveau de la réaction, moi aussi je suis au début un peu surprise, puis je me ressaisis, j'ai un léger sourire, je me tourne vers ceux qui connaissent moins Anton que nous et je leur fais un signe de tête comme quoi c'est bon, ça va bien. Et je me tourne vers Anton, je fais bien. Allons-y. Et je lui emboîte le pas. Berger, montre-nous le chemin.